Caroline Crouch est née le 12 juillet 2000 au Royaume-Uni. Fille de David et Suzanne, Caroline a déménagé avec sa famille en Grèce lorsqu'elle avait 8 ans. C'était une jeune femme très belle, elle aimait faire du sport. Une excellente combattante de kickboxing qui, dès son adolescence, avait déjà réussi à obtenir la ceinture noire et à remporter plusieurs compétitions dans cette discipline. Toujours adolescente, à 17 ans, Caroline a rencontré Babis Anagnostopoulos, qui travaillait comme pilote d'hélicoptère et avait 13 ans de plus qu'elle. À cette époque, il avait 30 ans. En septembre 2018, quand Caroline avait 18 ans, ils ont commencé à sortir ensemble. Le couple a rapidement officialisé leur relation en se mariant au Portugal en 2019. Caroline était responsable de toute l'organisation de la cérémonie et semblait très enthousiaste à propos des préparatifs. Le mariage a eu lieu comme prévu, puis le couple est retourné en Grèce, où ils avaient acheté une maison à Glikanéra, qui est une banlieue au nord-est d'Athènes. Quelques mois après le mariage, Caroline a appris qu'elle était enceinte. Ils étaient très enthousiastes. Cependant, dès les premiers mois de grossesse, elle a perdu le bébé. Cette perte lui a causé des problèmes psychologiques. Elle est devenue déprimée, plus rude et agressive. Mais peu de temps après la perte, Caroline a réussi à tomber enceinte de nouveau, et cette fois, la grossesse s'est déroulée sans aucune complication. Et le 3 juin 2020, Lydia est née. Jusqu'alors, tout semblait parfait. Caroline et Babis formaient un beau couple, avec une maison confortable, une fille en bonne santé et même une petite chienne appelée Roxy. Le 11 mai 2021, vers 6h15 du matin, Babis a appelé la police déclarant qu'il y avait eu un cambriolage chez lui et qu'il avait besoin d'aide en urgence. Lorsque la police est arrivée, la première image qu'ils ont vue était celle de la petite chienne Roxy qui était sans vie et pendue dans les escaliers avec son propre collier. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu une fenêtre brisée et tout était en désordre dans la maison, au 2e étage. Ils ont trouvé Caroline sur le lit, allongée sur le ventre, à côté du bébé Lydia et Babis de l'autre côté du lit, mais assis par terre et pleurant beaucoup. Ils ont rapidement pu constater que le bébé Lydia allait bien, Babis aussi, mais Caroline malheureusement était sans vie. C'est là qu'ont commencé les questions sur ce qui s'était passé. Il a expliqué que des voleurs masqués et armés étaient entrés par la fenêtre, l'avaient tirée du lit et attachée. Ils ont ligoté Caroline au lit et demandé où était l'argent de la maison. Selon Babis, il cachait environ 10 000 € dans une boîte de Monopoly. Cet argent devait financer les travaux de rénovation prévus par le couple. Ces hommes savaient, d'une façon ou d'une autre, que cette somme existait. Il a remis l'argent, mais il semblait que, pour les criminels, cela ne suffisait pas. Ils en voulaient en plus et le couple disait qu'il n'y avait plus rien dans la maison. L'un d'eux a alors commencé à menacer le bébé avec une arme. Et cela, bien sûr, a fait paniquer le couple et surtout Caroline. Elle criait hystériquement jusqu'à ce qu'un homme commence à l'étrangler en lui ordonnant d'arrêter. Cet homme a tellement étouffé Caroline qu'il a fini par causer sa mort. Ils ont volé les bijoux de la maison et, avant de s'enfuir, ils ont tué la petite chienne Roxy. Quand Babis s'est rendu compte que les hommes étaient repartis, il a réussi à se détacher et à appeler la police. Dans les jours qui ont suivi, Babis semblait inconsolable. Il a même donné des interviews pour réclamer justice pour son épouse, qu'il considérait comme la femme de sa vie. La police enquêtait sur toute l'affaire. Une récompense de 300 000 € a été fixée pour toute information menant aux auteurs du crime. Un Géorgien a été arrêté, soupçonné d'implication dans le crime. Mais après une enquête approfondie, rien n'a été trouvé pour le relier au crime, et il a rapidement été relâché. Un peu plus d'1 mois après la mort de Caroline, le 17 juin, la famille a décidé de lui rendre hommage lors d'une cérémonie publique. Babis, très bouleversé, a été vu tenant sa fille Lydia, puis étreignant la mère de Caroline. Les photos de ce moment ont été largement diffusées
pendant la cérémonie. Babis a été invité par la police à les accompagner car, selon les agents, un suspect du crime avait été capturé et il était nécessaire que Babis tente de l'identifier. En arrivant au commissariat, Babis a commencé à être interrogé, car en réalité le seul suspect pour la police à ce moment-là était Babis lui-même. Les enquêteurs avaient plusieurs indices que le vol et toute la scène du crime étaient une invention de Babis. Le premier indice était le journal que Caroline tenait durant sa grossesse et après la naissance de leur fille. Dans ce journal, elle décrivait la vie du couple, avec des détails sur les disputes et même des épisodes de violence qu'elle subissait. En décembre 2019, je me suis encore disputée avec Babis. Cette fois, c'était sérieux. Je l'ai insulté et il a défoncé ma porte. Je voulais juste qu'il me demande comment j'allais en me réveillant, car j'étais faible et fatiguée. Je pense à partir, je crois que je vais aller chez ma sœur. Je ne sais pas si je peux continuer avec Babis, c'est que je l'aime beaucoup et je ne peux pas le quitter, même si cette relation me fait du mal. Juillet 2020. Aujourd'hui, ma fille Lydia a 1 mois. Aujourd'hui aussi, j'ai dit à Babis que je voulais partir, je me sens très mal. Je lui ai dit qu'avant ma grossesse, je voulais le quitter, mais je suis restée après être tombée enceinte. Je veux partir, car ma fille doit grandir avec ses parents, et la tentative a échoué. Caroline n'était pas heureuse dans sa relation, et cela a même été confirmé plus tard par certains amis proches lors de l'enquête. Un deuxième indice était que le téléphone de Caroline a été utilisé au moment où, selon Babis, le vol était en train de se produire. Le troisième indice était qu'autour d'1h20 du matin, la carte mémoire des caméras de sécurité de la maison a été retirée. Le quatrième indice était qu'en analysant le téléphone portable de Babis, ils ont découvert qu'il n'était pas immobile pendant le prétendu vol. En effet, l'application du téléphone portable, qui était connectée à sa montre intelligente, indiquait qu'en réalité, il marchait dans la maison pendant tout ce temps. Le cinquième indice était qu'en vérifiant les finances du couple, la police a découvert que l'argent caché dans la boîte du Monopoly, en réalité, n'a jamais existé. Le sixième indice. Lors de l'expertise sur le téléphone portable de Caroline, ils ont également trouvé l'application qui se connectait à sa montre intelligente, et l'application indiquait qu'elle ne présentait aucun battement cardiaque. Des heures avant l'heure à laquelle Babis a affirmé que le vol avait eu lieu, à 3h58 du matin, l'application indiquait que Caroline était en sommeil profond. Et 7 minutes plus tard, à 4h05 du matin, elle a eu un changement brusque de fréquence cardiaque, ce qui indiquait qu'elle avait été attaquée à ce moment-là. Et 6 minutes plus tard, à 4h11 du matin, l'appareil n'a plus détecté aucun battement cardiaque. Et le septième indice était que, le jour du crime, Caroline avait essayé de réserver une chambre d'hôtel en ville pour elle et sa fille, Lydia. Il y a eu 8 heures d'interrogatoire au cours desquelles toutes les preuves ont été présentées à Babis, qui a finalement avoué que c'était lui qui avait ôté la vie de son épouse. Il a dit qu'ils avaient eu une dispute sérieuse car elle avait dit qu'elle partirait avec leur fille. Alors il l'a étouffée avec l'oreiller sans savoir quoi faire. Après cela, il a simulé un cambriolage et a tué la petite chienne de la famille pour donner plus de crédibilité à l'histoire qu'il avait inventée. Il a aussi déclaré avoir agi ainsi pour ne pas perdre la garde de sa fille, qu'il aimait plus que tout. Et il a même dit qu'après la perte du premier bébé, Caroline a commencé à avoir des sautes d'humeur, et qu'elle était une femme très agressive qui le frappait physiquement chaque fois qu'ils se disputaient. Elle suivait un traitement psychologique et ils ont même suivi une thérapie de couple, mais rien ne semblait aider leur relation. L'affaire a eu tellement de répercussions dans les médias que, le 17 juin 2021, le jour où Babis a été interrogé et a avoué le crime. La diffusion de l'Euro 2020 en Grèce a vite été interrompue pour annoncer l'arrestation du responsable.
Certaines sources affirment que Babis avait des liens avec le trafic de drogue et utilisait son hélicoptère pour transporter la marchandise. Les disputes du couple venèrent du refus de Caroline d'accepter cette pratique. Après l'arrestation de Babis, la garde provisoire de Lydia a été confiée aux parents de Caroline, qui ont accepté de la partager avec les grands-parents paternels. Car, bien que Babis ait commis le crime, ses parents n'étaient pas responsables de ce qui s'était passé. Selon la thérapeute de Caroline, Hélène Malonopoulou, qui a témoigné sur l'affaire, Caroline se sentait extrêmement opprimée et contrôlée par Babis. Elle ne supportait plus sa manipulation. Il la contrôlait 24 heures sur 24, il l'enfermait à la maison, il ne la laissait aller nulle part sans permission. Lorsqu'elle sortait, il appelait toujours le taxi de son ami chauffeur. Hélène a également raconté que Caroline soupçonnait que son mari la trompait. En janvier, Caroline a soupçonné que son mari avait repris une liaison avec une ancienne connaissance. Elle savait qu'il était déjà sorti avec au moins 2 collègues. Les avocats de Babis ont demandé sa libération sous caution en attendant son procès, mais le juge ne l'a pas autorisé et il reste en détention. Encore aujourd'hui, Babis attend son procès pour le meurtre. Les preuves indiquant une préméditation, une peine à perpétuité est probable, sauf si les avocats prouvent l'absence de préméditation. La peine maximale sera 15 ans de prison. Il y a également une mobilisation du groupe de défense des animaux qui souhaite le juger aussi pour la mort de Roxy. Aucune date de procès pour Babis n'était fixée lors de la finalisation du scénario. Certaines sources indiquent que le procès est prévu pour le début de 2022, mais sans date concrète pour l'instant. Je promets de suivre l'affaire et de partager le dénouement ici et sur mes réseaux sociaux, @archivomisterio. C'est un autre cas de violence domestique qui se termine de façon tragique. Si la victime choisit de rester pour se protéger, la société finit par la juger. Mais quand elle finit par vouloir sortir de cette situation, ou dans certains cas en essayant de fuir, le pire arrive. Au final, la femme finit par être la seule à en souffrir, alors que depuis le début, tout ce qu'elle voulait, c'était être heureuse. Cory Darden est née le 20 avril 1990 dans l'Utah, aux États-Unis, fille de Lisa Darden, une mère célibataire, et elle est la benjamine de 3 enfants. Cory, issue d'une famille de classe moyenne, travaillait dès l'adolescence et gagnait son propre argent. En 2009, à 19 ans, elle était employée dans le magasin de bricolage Home Depot, qui vend divers matériaux pour la maison, y compris des matériaux de construction. Alors qu'elle travaillait à la caisse, elle a rencontré Eric Ranchins, de 8 ans son aîné, qui possédait une entreprise de construction. Eric, fils aîné de Linda et Eugène Ranchins, est né le 13 mai 1982. Il avait aussi 2 sœurs cadettes, Amy et Kate. La famille a toujours eu une bonne situation financière grâce à son père, grand fermier local. Eric était copropriétaire de l'entreprise C&D. Son associé, Cody Wright, un vieil ami, était impliqué car l'entreprise avait besoin de matériaux de construction. Eric et Cody étaient toujours chez Home Depot et c'est ainsi qu'un jour, Eric a rencontré Cory. Ils se sont tout de suite plu, mais comme il était un peu timide, il a fallu quelques jours avant qu'Eric n'ait le courage de lui demander son numéro de téléphone. Ils ont fixé un rendez-vous et ont rapidement commencé à sortir ensemble. En 2012, le couple était ensemble depuis 3 ans quand Cory est tombée enceinte de leur premier enfant. Même si ce n'était pas prévu, ils étaient en tous les deux très heureux de l'arrivée du bébé. Début 2013, ils ont officialisé leur union et se sont mariés en juin. Derrière la maison où ils vivaient, propriété qu'Eric avait achetée avant leur rencontre.
tout s'est déroulé lors d'une cérémonie simple et peu d'invités. Khoury a passé une grande partie des années suivantes à se consacrer uniquement à la maison et aux enfants, puisque pendant les années suivantes, le couple a eu 2 autres garçons. Cependant, en 2019, Khoury a terminé un cours de courtage, a obtenu une licence et a décidé de lancer une activité indépendante d'achat et de vente de biens immobiliers. L'objectif était d'acheter, rénover puis revendre de vieilles maisons pour faire des bénéfices. Au départ, elle a réalisé ses premiers investissements seule ou avec l'aide financière d'Eric. Peu après, elle a trouvé des investisseurs et commencé à acquérir des biens immobiliers plus rentables. La vie du couple a donc fait un bond financier, ce qui leur a permis de vivre de manière beaucoup plus confortable. Comme ils pouvaient organiser leur propre temps de travail, ils ont commencé à beaucoup voyager, aussi bien en famille qu'avec des amis. À la fin de 2021, au début de 2022, Khoury était enthousiaste à l'idée de conclure un gros contrat. Un manoir était disponible à la vente dans un quartier de Harbour City, un lieu touristique prisé pendant la saison de neige. Elle avait déjà rencontré des investisseurs intéressés par le projet et, pour la première fois, tenait une affaire potentiellement millionnaire. Si tout se passait comme prévu, le bénéfice de la vente après les améliorations pourrait atteindre 12 millions de dollars. Un projet numérique montre l'apparence finale de la maison une fois terminée. L'endroit était vraiment immense. Il y avait 2 cuisines, 4 salons, 2 salles à manger, une piscine chauffée, un jacuzzi, une mini-salle de sport, un simulateur de golf, un terrain de volley couvert, un mur d'escalade, plus de 10 salles de bain. Et en ajoutant les 8 chambres avec canapé-lit de la maison, l'endroit pouvait accueillir environ 50 personnes. C'était pratiquement un mini-resort qui pouvait être loué par de grandes familles, des groupes d'amis ou même des entreprises qui voulaient en offrir des vacances collectives à leurs employés. L'investissement était important, le risque était élevé, mais ils étaient déterminés à aller de l'avant. Mais Eric ne verrait jamais la couleur de cet argent, puisque le 4 mars de cette même année, 2022, à 39 ans, il a été retrouvé sans vie dans son propre lit à la maison. D'après Khoury, ce jour-là, elle a préparé un dîner spécial pour le couple pour célébrer cette nouvelle entreprise. Vers 22h, elle a préparé un Moscow Mule, une boisson à base de vodka, gingembre et citron. Ils ont bu tous les deux, ont discuté, puis sont allés se coucher. À 11h, un enfant s'est réveillé, cherchant sa mère après un cauchemar. Elle est allée dans sa chambre, lui a raconté une histoire, s'est endormie là-bas, puis s'est réveillée vers 3h pour retourner dans sa chambre. En se couchant, elle a étreint Eric. En constatant que le corps de son mari était raide et froid, elle s'est levée, a allumé les lumières puis appelé les urgences. En quelques minutes, la maison était envahie de secouristes. Mais cela n'a servi à rien, car à 3h30 du matin, Eric a été officiellement déclaré mort. 3 jours après l'incident, recevant de nombreuses visites de la famille, Khoury a commencé à être dérangé par la présence constante de l'une de ses belles-sœurs, Kate. Ce jour-là en particulier, Khoury était déjà à bout de patience et a même demandé à sa belle-sœur de partir, pour qu'elle et ses enfants puissent vivre leur deuil en paix. Kate a trouvé cela offensant et a révélé une information que Khoury n'aurait jamais imaginé entendre. Elle allait partir, oui, mais à ce moment-là, car elle reviendrait quand elle le voudrait, surtout pour voir ses neveux. Puisque cette maison et d'autres biens d'Eric étaient, en réalité, légalement à elle. Les deux ont commencé à se disputer, où Kate a révélé qu'Eric lui avait transféré une partie de ses biens. L'année précédente, elle avait tous les documents pour le prouver, si nécessaire, et la dispute s'est terminée en bagarre, avec des tirages de cheveux et des griffures au visage. 2 semaines plus tard, le 28 mars, Khoury a poursuivi sa belle-sœur, affirmant qu'elle était en possession de biens évalués à plus de 3,5 millions de dollars, qui, selon elle, en tant qu'épouse, lui revenaient de droit,
et que son mari et sa belle-sœur s'étaient alliés dans une tentative de la frauder. Kouri a passé toute l'année 2022 sans savoir exactement pourquoi son mari lui avait fait cela. En avril 2023, 1 an et 1 mois après le décès, Kouri a publié un livre intitulé « Es-tu avec moi ?» Cela signifie en traduction libre « Es-tu avec moi ?» Elle a aussi été invitée à la télévision pour promouvoir le livre. Le récit suit la routine d'un garçon dont le père, décédé, était toujours présent sous la forme d'un ange gardien. La douleur qu'elle et ses enfants traversaient a tellement touché la population que de nombreuses personnes ont acheté l'ouvrage sur Amazon. Kouri ne s'attendait pas à ce que, quelques semaines après la sortie, elle soit arrêtée en tant que suspecte dans la mort de son mari. Kouri n'en avait aucune idée, mais depuis le décès d'Eric, la police menait une enquête en raison d'une série de facteurs qui faisaient de cet incident un possible homicide. Tout a été fait en secret pour que Kouri ne quitte jamais le champ de vision de la police. Tout a commencé le jour de la mort d'Eric, quand Kate est allée au commissariat déposer plainte. Elle avait toute une série d'informations à fournir à la police pour l'enquête. Elle avait même un soupçon concernant un côté sombre de l'épouse, car selon elle, Eric lui avait dit qu'il pensait que Kouri essayait de le tuer. En 2019, le couple a voyagé en Grèce où Eric est tombé gravement malade, bien qu'il ait mangé et bu comme son épouse. Dès ce jour, il a commencé à soupçonner que Kouri l'empoisonnait. Il aurait exprimé cette pensée à sa famille, qui lui a conseillé de se séparer si vraiment ce soupçon était fort en lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi il a continué avec le mariage. Après cela, plus rien ne s'est passé, du moins à la connaissance de la famille et des amis. À partir de 2020, après quelques disputes et malentendus entre le couple, Eric a commencé à faire quelques changements dans ses biens. Il a complètement retiré Kouri de son testament et a transféré la maison et d'autres biens au nom de Kate. D'après elle, Eric a dit que Kouri semblait vouloir utiliser l'argent du couple d'une manière qu'il considérait comme irresponsable, en investissant dans des propriétés qui présentaient plus de risques que de chances de retour. Apparemment, elle s'endettait et contractait des prêts de façon excessive et nuisible. Il prenait des précautions, protégeant son patrimoine en transférant des biens à sa sœur, en qui il avait toujours eu confiance, pour préserver au moins une partie. Une certaine sécurité financière pour ses enfants. Concernant le nouvel investissement que Kouri voulait faire, Eric était incertain à propos de l'entreprise, parce qu'il pensait que ce risque élevé n'en valait pas la peine. Elle investirait beaucoup plus que d'habitude et, par conséquent, tous deux seraient financièrement à l'étroit pendant toute la durée des travaux de rénovation. Il convient de souligner que, pour la police, Kouri a déclaré qu'Eric avait accepté l'investissement. D'ailleurs, le dîner le soir de son décès était pour célébrer la nouvelle acquisition, et il y avait un autre petit détail qui dérangeait Eric depuis un certain temps. Kouri était poursuivi par un client pour lui avoir remis un bien immobilier présentant des fuites et de la moisissure. La crédibilité qu'elle avait dans ses rénovations s'est effondrée après cette procédure. C'était quelque chose qu'il considérait comme inadmissible, puisqu'il venait du secteur de la construction. Le 14 février 2022, jour de la Saint-Valentin aux États-Unis, et 3 semaines avant son décès, Eric a appelé sa sœur en disant qu'il se sentait très mal. Il a dit qu'il avait mangé un sandwich préparé par sa femme. Kouri n'était pas à la maison. Il a dit qu'il allait prendre un médicament ou aller à l'hôpital si nécessaire, mais il a précisé que si quelque chose de grave lui arrivait, Kouri devrait être enquêté. Enfin, Kate a précisé qu'Eric avait déjà consulté un avocat pour lancer une procédure de divorce, après que plusieurs choses qui étaient uniquement à son nom aient été transférées à elle. Toutes ces informations étaient pour le moins choquantes, mais en même temps, elles pouvaient n'être que des rumeurs venant d'une sœur en deuil qui probablement n'avait jamais aimé sa belle-sœur.
Même ainsi, la police devrait enquêter et ce qu'ils ont découvert à partir de là était pour le moins troublant. Le résultat de l'autopsie indiquait qu'Eric était décédé après avoir ingéré de fortes doses d'un médicament anesthésique appelé fentanyl. La dose retrouvée était 5 fois supérieure à une dose létale. En secret, la police a commencé à surveiller Khoury. Et ils ont découvert que, le lendemain de la mort de son mari, elle avait signé le contrat d'achat du bien immobilier. Et que le lendemain de cela, donc 2 jours après le décès, elle et les investisseurs ont organisé une petite célébration dans le bien immobilier avec des amuse-gueules et du champagne pour fêter l'investissement. Aucun des investisseurs ne savait qu'à ce moment-là, le corps d'Eric se trouvait à la morgue, en train de subir des examens. On a également découvert que Khoury ne payait pas l'impôt dû sur la vente des maisons, car il déclarait des montants inférieurs à ceux réellement perçus. Levé du secret téléphonique. La police a découvert des messages très suspects avec une personne qu'elle appelait CL, et cette personne était une trafiquante. Par la suite, la police a découvert que CL était en les initiales du nom Carmen Laubert. Carmen a été retrouvée, convoquée pour un interrogatoire et, au début, elle a nié beaucoup de choses. D'autant plus que toute information qu'elle donnerait pourrait aussi l'impliquer. Mais comme la police pensait qu'elle serait une pièce clé dans les preuves, ils ont conclu un accord selon lequel toute transaction illégale de vente de drogue entre elle et Khoury ne l'incriminerait pas, si elle pouvait apporter des preuves cruciales à l'enquête sur l'éventuel homicide, y compris témoigner contre elle si nécessaire. Carmen a accepté l'accord et a déclaré qu'elle n'avait eu que 2 transactions avec Khoury, une en décembre 2021 et une autre en février 2022. Khoury aurait d'abord demandé des antidouleurs, puis lors de la seconde transaction, elle a réclamé un produit plus puissant. Dans ses mots, la même drogue que Michael Jackson. Et c'est ainsi que, le 12 février, Carmen a vendu pour $900 quelques comprimés de fentanyl. Rappelons que le 12 février était 2 jours avant la Saint-Valentin. Le jour où Eric a appelé sa sœur en disant qu'il se sentait mal après avoir mangé un sandwich préparé par sa femme. Ils ont aussi découvert grâce à des messages sur le téléphone que Khoury avait eu une liaison avec un homme à tout faire qui rénovait les maisons qu'elle achetait. Il s'appelle Robert Grossman, avec qui elle aurait échangé de nombreux messages et même prévu des vacances aux Caraïbes. La liaison a duré environ 1 an et Corey y a mis fin en novembre 2022, quelques mois après la mort d'Eric. Donc tout ce que la police avait jusqu'à ce moment-là était plus que suffisant pour qu'ils émettent un mandat de perquisition, de saisie et de détention provisoire. Ainsi, le 8 mai 2023, 1 an et 2 mois après le décès d'Eric, Khoury a été arrêté pour meurtre. Le 12 juin, lors d'une audience de détention provisoire tenue par les avocats de la défense de Khoury. Ils ont demandé au juge qu'elle puisse attendre son procès en liberté. Mais comme les procureurs et les avocats de la famille d'Eric ont présenté au tribunal de nombreuses preuves déjà évoquées, le juge a rejeté la demande. En septembre, Khoury est tombé malade en prison et a dû être emmené à l'hôpital. Des agents pénitentiaires qui ont fouillé sa cellule ont trouvé une lettre de 6 pages écrite à la main. Mais contrairement à ce qu'ils pensaient au départ, il ne s'agissait pas d'une lettre d'adieu, mais d'une longue description de la façon dont sa famille devait se comporter pendant le procès. Beaucoup ont interprété cela comme une preuve de corruption de témoins, estimant que Khoury essayait d'influencer les gens sur la façon de se comporter pendant les audiences. La situation a conduit le procureur à demander une restriction des contacts entre Khoury et sa famille jusqu'à la fin du procès. Khoury a précisé que la lettre appartenait à son nouveau livre en cours d'écriture et qu'elle n'avait jamais été remise. Le juge n'a pas accepté la demande du procureur qui sollicitait l'ajout du document comme preuve dans le dossier.
Les deux familles restent engagées dans une bataille judiciaire sur plusieurs affaires différentes, y compris le droit de garde des 3 garçons qui, pour l'instant, sont sous la garde d'un cousin d'Eric. En d'autres termes, une personne non impliquée dans l'intérêt des biens concernés. Ils sont les seules personnes de la famille de Khoury qui peuvent lui parler par appel vidéo 2 fois par semaine, et même ainsi, sous la supervision d'agents. Khoury devra répondre aux accusations d'homicide qualifié, d'achat de drogue et de fraude financière, et, si elle est reconnue coupable, elle risque de 25 ans de réclusion à la prison à perpétuité. En mai 2024, une avocate de la défense a demandé au tribunal de se retirer de l'affaire. Les raisons n'ont pas été révélées et Khoury est maintenant représenté par une autre personne. De plus, le début du procès a été reporté au 28 avril 2025. Dès qu'une décision sera prise, je vous informerai, à travers l'onglet Communauté sur YouTube, ainsi que sur les réseaux sociaux de la chaîne, Instagram, Telegram et WhatsApp. Les liens sont ici dans la description. Et c'est même triste de savoir aussi que le livre qu'elle a écrit avec un thème si beau, avec un message pour les enfants qui ont perdu leurs parents, croyez qu'ils peuvent être à vos côtés comme un ange gardien, cache derrière tout cela quelque chose d'extrêmement cruel. Penses-tu que Khoury va réussir à prouver son innocence? Mais si elle est reconnue coupable, quelle peine mérite-t-elle? Laisse ton avis ici dans les commentaires et on se retrouve donc pour la prochaine affaire. À bientôt. Nadine Lott est née le 24 juillet 1989, dans la ville d'Arclough, comté de Wicklow, en Irlande, fille de David et Clary Lott. Nadine était la deuxième d'une fratrie de 4 enfants, les filles Phoebe, Nadine et Tanit, et le plus jeune frère, Kyle. Il n'existe pas beaucoup d'informations sur elle pendant son enfance et son adolescence. On sait seulement qu'après avoir terminé le lycée, Nadine a suivi une formation technique pour devenir esthéticienne et, dès qu'elle a obtenu son diplôme, elle a commencé à travailler dans ce domaine. En juin 2012, un mois avant d'avoir 23 ans, Nadine est partie à Darwin, en Australie, dans le but de passer 1 an dans le pays, ce qui correspondait à la durée de son visa, pour se faire de nouveaux amis et vivre de nouvelles expériences. Et elle a même travaillé un certain temps là-bas, dans un salon de beauté. Pendant son séjour, Nadine a rencontré Daniel Murtagh. Daniel, âgé de 25 ans, venait aussi d'Irlande, plus précisément de Clondalkin, comté de Dublin. Il pratiquait la boxe depuis l'adolescence et savait très bien se battre. Nadine a entamé une relation amoureuse avec Daniel, mais bien qu'ils se voyaient souvent, leur relation n'a jamais été officialisée. Même ainsi, cela n'a pas duré longtemps, car dès l'année suivante, en 2013, ils ont mis fin à leur relation pour 2 raisons. Premièrement, Daniel n'a jamais été très ouvert avec elle sur sa vie. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Nadine a mis du temps à découvrir que, pendant qu'il était en Australie, Daniel ne gardait jamais un emploi stable. Et pendant qu'il vivait en Irlande, il vivait au crochet de ses parents et finissait toujours par se retrouver impliqué dans des bagarres de rue, ayant même eu quelques démêlés avec la police. Et la deuxième raison, c'est que son visa arrivait à expiration, elle devait retourner en Irlande, sauf que Daniel disait qu'il voulait rester là-bas. Nadine est rentrée chez elle en mai 2013, après avoir passé 1 an hors du pays, et elle a considéré cette relation comme une romance de vacances. Ce qu'elle n'a découvert qu'en arrivant en Irlande, c'est qu'elle était enceinte. Nadine a informé Daniel de sa grossesse, ce qui l'a rendu heureux. D'ailleurs, il a dit qu'il allait s'organiser pour, en effet, retourner aussi en Irlande. Nadine, donc, pour sa fille, a donné une chance au couple. Elle n'était pas amoureuse de Daniel. D'ailleurs, tous ses proches disent encore aujourd'hui qu'elle n'a jamais dit qu'elle l'aimait. Mais elle était prête à essayer quelque chose et à faire naître l'amour si tous les deux le voulaient. Mais le premier grand choc est survenu à la naissance de la fille du couple.
Kia est née à la fin du mois de novembre de cette année-là, et lors de l'accouchement qui avait été programmé, Daniel ne s'est pas présenté à l'hôpital et n'a donné aucune explication. Nadine était très contrariée par celui qui serait peut-être son futur mari. Au cours des années suivantes, leur relation était, selon ses propres mots, faite de hauts et de bas. Daniel apparaissait, disparaissait, aidait de temps en temps financièrement la jeune fille quand il le pouvait. La distance compliquait aussi fortement les chances de réussite du couple. La famille de Daniel vivait à Clondalkin et celle de Nadine à Arclaux, des villes situées à environ 2 heures de train l'une de l'autre. En 2016, Nadine a franchi une grande étape dans cette relation. C'est maintenant qu'elle verrait si cela allait marcher ou non, et, rappelons-le, elle ne faisait cela que pour sa fille. En août, Nadine a réussi à louer un appartement à Wicklow, près de la maison de ses parents, et elle a invité Daniel à venir vivre avec elle. Il n'avait pas les moyens de partager le loyer, mais il a été convenu qu'il aiderait avec les factures de la maison et surtout avec les dépenses pour Kia. Il a accepté, sauf que, le jour du déménagement, Daniel n'est pas venu, il n'a pas aidé au transport, il ne répondait pas aux appels, il n'a donné aucune explication, et cela a beaucoup révolté Nadine. Dès qu'elle s'est retrouvée dans la nouvelle maison, seule avec sa fille, elle a compris qu'elle devait accepter sa vie de mère célibataire et a décidé de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette relation tumultueuse. Nadine était une femme indépendante, elle travaillait, avait sa propre voiture, avait réussi à louer un appartement et, seule, elle pouvait offrir une bonne condition de vie à Kia. Contrairement à Daniel, qui apparemment ne voulait que profiter de la vie. Même en suivant des chemins séparés. Nadine voulait toujours que sa fille ait une relation avec son père, alors elle n'a jamais complètement coupé le contact avec lui à cause de Kia. Au fil des années suivantes, Daniel a continué à insister pour avoir une relation avec Nadine. Mais elle restait toujours ferme et disait non. Elle rappelait toujours que Kia était sa fille. Il ne cesserait jamais de l'être, il serait toujours présent dans la vie de la petite, mais dans la vie de Nadine comme compagnon, plus jamais. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés en 2013 jusqu'à l'année 2009, lorsque ces faits se sont produits, ils s'étaient souvent disputés, oui, mais Daniel ne lui avait jamais posé la main dessus. Mais cela allait changer dans la nuit du 14 décembre 2019, lorsque pour la première et dernière fois, Nadine a fini par être victime de violences domestiques. Un vendredi, 13 décembre 2019. Nadine, qui avait maintenant 30 ans, devait aller à la fête d'anniversaire de sa tante, qui aurait lieu dans un pub de la ville. Bien sûr, elle ne pouvait pas emmener sa fille. Mais ce même jour, Kia, qui avait maintenant 6 ans, avait un récital de Noël à présenter à l'école maternelle et Nadine ainsi que Daniel allaient assister à la représentation. Puisqu'il serait déjà en ville, il a été décidé qu'il resterait chez elle pour garder sa fille pendant que Nadine irait à l'anniversaire de sa tante. Mais vers 4 heures du matin, le 14e jour, une voisine de Nadine, appelée Amela, a entendu des bruits d'objets renversés, des cris de Nadine et s'est rendue chez elle, pour essayer d'empêcher ce qu'elle imaginait déjà être une dispute de couple qui pourrait finir en violence domestique, mais il était déjà trop tard. Dès qu'elle a ouvert la porte, Amela a vu Daniel sur Nadine en train de donner plusieurs coups de poing à sa voisine. Elle a dit qu'il semblait tellement enragé qu'il grognait comme un animal furieux et il n'a même pas remarqué qu'elle était entrée. Amela pense qu'elle n'est pas restée 3 secondes. Elle a couru chez elle, verrouillé la porte par peur, puis appelé la police. Et ensuite, elle a appelé la seule personne de la famille de Nadine dont elle avait le numéro dans son répertoire, qui était l'une de ses sœurs. Phoebe a répondu à cet appel désespérée au milieu de la nuit. Elle a réveillé sa mère et elles sont parties en courant chez Nadine. Elles étaient tellement pressées que, malgré le froid de ce début d'hiver irlandais, elles sont parties en chemise de nuit.
Phoebe est partie en pantoufles et Claire, la mère de Nadine, a fini par courir pieds nus. À leur arrivée, policiers et ambulanciers ont constaté l'absence de Daniel. Ce qu'ils ont trouvé a été décrit comme l'une des pires scènes de crime qu'ils aient jamais vues. Il y avait du sang partout dans la maison, l'odeur était très forte, les meubles étaient renversés, des miroirs, des verres et des assiettes étaient pas brisés. Nadine a été retrouvée dans la cuisine. Mais il y avait une traînée de sang depuis le salon, ce qui laissait entendre qu'elle avait été traînée du salon jusque-là. De plus, son visage était méconnaissable. Elle avait beaucoup de mal à respirer parce qu'elle s'étouffait avec son propre sang. Claire, qui était arrivée quelques minutes avant les équipes de secours, pleurait, désespérée au-dessus de sa fille, essayant d'une manière ou d'une autre de la sauver. Peut-être que vous vous demandez, et Kia, où était-elle quand tout cela s'est passé ? Elle était dans la maison tout le temps, mais rien ne lui est arrivé. Pendant l'enquête, ainsi que pendant le procès de cette affaire, les informations la concernant n'ont jamais été officiellement divulguées. Mais tout le monde laissait entendre que la jeune fille dormait, ce qui, en réalité, n'était pas le cas. Tout le monde savait qu'avec tout ce vacarme, il était pratiquement impossible qu'elle ait dormi toute la nuit. La police et la justice ont réussi à garder tout ce qui concernait Kia strictement confidentiel. Mais Claire a accordé une interview en 2021 où elle évoque sa petite fille sur les lieux du crime. Et je reviendrai sur ce sujet à la fin de l'épisode pour qu'on ne saute pas l'étape où nous en sommes dans l'histoire. Mais comme je l'ai dit, il ne lui est rien arrivé, rien de physique malheureusement, son traumatisme dans ce cas était psychologique. Lorsque les ambulanciers ont commencé à nettoyer la bouche de Nadine pour l'aider à respirer, ils ont remarqué qu'il lui manquait quelques dents. La quantité de sang sur le corps était également si importante qu'ils avaient du mal à identifier où se trouvaient réellement les blessures. Lorsque les ambulanciers ont placé le collier cervical autour du cou de Nadine, ils ont senti que ses cheveux étaient remplis d'éclats de bois et de morceaux d'assiettes cassées. Nadine avait subi une attaque si violente qu'elle était vraiment défigurée, elle était également inconsciente, il n'y avait pas grand-chose à faire sur place et elle a donc été transférée à l'hôpital. Daniel s'était enfui en conduisant sa propre voiture, mais il était tellement désorienté qu'à près de 30 km du lieu, il est tombé dans un fossé, ne subissant que quelques blessures légères. Un conducteur qui passait par là s'est arrêté pour aider, et Daniel s'est un peu confié ou a pensé tout haut. On ne sait pas exactement comment il a dit cela, mais ce témoin affirme l'avoir clairement entendu dire « J'ai tué ma femme parce qu'elle sortait avec mon ami ». Ce conducteur a appelé une ambulance et quelques minutes après que Daniel ait reçu des soins médicaux, la police est arrivée pour l'arrêter. Les premières 24 heures de Nadine à l'hôpital ont été consacrées à des soins intensifs. Elle a été sous observation presque tout le temps et a reçu plus de 42 litres de sang. Comme il y avait de nombreuses blessures qui n'avaient pas encore été stoppées, le sang qu'elle recevait était rapidement éliminé. Et les médecins devaient à tout prix maintenir la circulation sanguine en fonctionnement. Mais les conséquences de cette attaque ont été si graves que, pendant tout le temps où elle était restée à l'hôpital, Nadine n'a pas réussi à reprendre connaissance. Elle n'a pas non plus survécu à la lutte et est décédée 3 jours plus tard, le 17 décembre 2019. Lors de l'autopsie, il a été constaté qu'elle avait des blessures contondantes causées par des mains et des pieds. 64 lésions ont été trouvées au total, y compris des coups, des perforations, des os cassés, en plus d'avoir également subi une lésion cérébrale. Une équipe de la police interrogeait Daniel dans un processus qui a duré 4 jours, et ce processus a pris tout ce temps parce qu'il tournait beaucoup autour du pot. Il était assez confus et contradictoire. Au début, il a dit qu'il ne se souvenait pas de l'attaque, mais il savait qu'il avait fumé un joint et beaucoup bu cette nuit-là.
Il a dit qu'il aimait Nadine et qu'il avait été contrarié lorsqu'il a appris qu'elle, sa petite amie, il la considérait ainsi, comme sa petite amie. Elle fréquentait un ami. Ensuite, il a commencé à donner des informations. Peu à peu, il a dit qu'il avait seulement donné quelques gifles, mais qu'elles étaient légères. Ensuite, il a dit que c'était 2 gifles, puis il a dit que c'était 6 ou 7 coups de poing. Daniel a dit que cette nuit-là, Nadine est arrivée en se plaignant parce qu'il buvait et fumait alors qu'il aurait dû être là pour s'occuper de Kia. Alors, il s'est révolté parce que, à cette heure-là, il avait déjà couché sa fille, et sous l'effet de la colère, il a fini par lui donner un coup de poing. Quand il a vu que le nez de Nadine saignait, au lieu de l'aider, il a continué à lui donner des coups de poing. Il a dit qu'il ne se souvient pas des détails de ce qui s'est passé ensuite. La seule chose dont il se souvient, c'est qu'il n'arrivait pas à arrêter de frapper. Lors du dernier jour de sa déposition, il a admis qu'il avait enroulé dans sa main un câble de chargeur de pompe à pneus pour la frapper. Mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, puisqu'il venait de reprendre leur relation et qu'elle était la femme de sa vie. Les policiers ont également demandé si Daniel avait utilisé un couteau pendant l'attaque, mais il a répondu que non. Sauf que Nadine, lorsqu'elle a été retrouvée, avait un couteau planté dans son corps. Au cours des investigations dans la maison, les experts ont confirmé que tout s'était passé dans le salon, comme si elle avait été attaquée, d'abord contre le mur, puis était tombée lorsque les attaques ont continué. Ils avaient également de fortes preuves que Daniel s'était enfui du salon et que c'est Nadine elle-même qui s'était traînée jusqu'à la cuisine où se trouvait probablement son téléphone portable. En ce qui concerne l'enquête sur le passé de Daniel, des personnes qui ont étudié avec lui à l'époque de l'école ont dit qu'il était un garçon solitaire qui n'était pas considéré comme cool ni amical, qu'il perdait facilement son sang-froid et qu'il aimait frapper les autres garçons, surtout les plus jeunes. Ils ont aussi dit qu'il n'aimait pas être à l'école et que très tôt, il a commencé à boire et à se droguer. C'est encore à l'époque de l'école, à l'adolescence, qu'il a commencé à pratiquer la boxe. Daniel avait aussi déjà eu affaire à la police. Il y a exactement 9 incidents, tous pour des comportements menaçants et abusifs, comme des bagarres dans la rue et dans les bars. Selon Claire, Daniel était considéré comme contrôlant même lorsque le couple était séparé. Il s'imposait de manière insistante dans la vie de Nadine. Il y avait de nombreux appels, des messages. L'argent de la pension de Kia était généralement remis en main propre. Et ce n'était pas parce qu'il voulait voir sa fille, d'ailleurs il arrivait la plupart du temps quand elle était à l'école. Ce qu'il voulait, c'était voir Nadine et être, selon les mots de Claire, gênant. Lors de l'expertise du téléphone de Nadine, la police a découvert une conversation particulière entre eux deux sur un chat WhatsApp, et les messages ont été échangés le 5 décembre, c'est-à-dire seulement 9 jours avant le crime. Il n'y aura plus rien entre nous, compris? Pourquoi tu es aussi dur? Je ne suis pas dure, mais claire. Tu sors avec Ken de Dublin? Quoi? Avec moi ici? Et voilà qu'on reparle encore de ça. Je ne sors avec personne. D'accord, mais il y avait un garçon de Dublin chez toi, non? Ah, oublie ça, ça suffit. Nadine, je m'inquiète pour toi, mais je ne t'aime pas. Ne te trompe pas. Et ne me menace pas non plus. Menacé? Comment je t'ai menacé? Ne glisse pas, ça ressemble à une menace. Pourquoi es-tu fâché? Tu m'ennuies avec cette histoire de « il y a des garçons de Dublin chez toi » ? Qu'il y en ait ou pas, c'est ma vie. Vendredi prochain, essaie d'être un peu plus sympa que tu ne l'es maintenant. Je ne devrais pas avoir à m'inquiéter de ça. Dans la nuit du 13, pendant que Nadine était à la fête de sa tante, Daniel lui avait envoyé plusieurs messages lui demandant de rentrer vite à la maison, mais Nadine a ignoré tous les messages. Il appelait sans réponse. Alors il a bu, fumé, pris de la drogue et, quand elle était rentrée à la maison, il l'a attaquée.
Le procès de Daniel a eu lieu en octobre 2021 et n'a duré que 2 semaines. Il a plaidé non coupable de l'accusation de crime prémédité, mais il a plaidé coupable d'homicide involontaire, c'est-à-dire sans intention de tuer. Sa défense soulignait que son attitude était due à la drogue et à l'alcool, que Daniel était coupable, ça tout le monde le savait déjà, il n'y avait aucune intention de le rendre innocent. Ce qui allait se passer là, c'était la décision du jury, qui devait dire s'il avait agi de façon préméditée ou sous le coup de l'émotion du moment. Cela serait fondamental pour la décision de la peine appliquée, prison à perpétuité ou non. La chef pathologiste de l'État, Linda Mulligan, a détaillé chacune des 64 blessures de la victime. Plusieurs échanges de messages entre eux ont aussi été montrés, discréditant déjà les informations que Daniel avait données à la police lors de ses interrogatoires. Dans les messages, Daniel insistait pour reprendre sa relation avec Nadine, et elle répondait toujours non. Mais à la police, il avait dit qu'il sortait avec elle. Le ministère public a élaboré sa version, basée sur la conviction que Daniel était obsédé par Nadine. À un moment de sa vie, il avait su attirer l'attention de cette femme travailleuse et battante. Mais en perdant cette personne qui, très probablement, aurait aussi pu subvenir à ses besoins, il a fini par perdre la tête. Comme je l'ai dit précédemment, Nadine était une femme qui avait réussi, elle avait un emploi bien rémunéré, possédait sa propre voiture, payait seule le loyer de la maison et offrait une belle vie à sa fille. Et, selon le parquet, Daniel était jaloux de ce qu'elle avait accompli sans l'inclure dans cette vie. Bien qu'il ait dit que Nadine voyait un autre garçon, un de ses amis. Cette information a été partiellement confirmée par Claire, qui a dit que Nadine faisait la connaissance d'un barbier local. Mais ce garçon n'était ni un ami, ni même une connaissance de Daniel. Le ministère public a préféré s'appuyer sur la version selon laquelle la motivation du crime était la colère qu'il ressentait face à l'indépendance de son ex-petite amie. À la fin du mois d'octobre, les 12 jurés ont mis près de 6 heures pour parvenir au verdict. Ils l'ont déclaré à l'unanimité coupable de meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec intention de tuer. Peine, prison à perpétuité. L'affaire avait pris une ampleur nationale très importante, en raison de la barbarie qui n'est pas courante à voir en Irlande. L'enterrement de Nadine a eu lieu le 22 décembre 2019, et plus de 1000 personnes sont venues lui rendre hommage. En hommage à Nadine, sa sœur Phoebe a levé des fonds pour soutenir une fondation aidant les femmes victimes de violences domestiques en Irlande. À l'époque, elle a réussi à collecter en seulement une semaine 16 000 €, même si les informations sur Kia étaient préservées dans les médias et les documents officiels. En décembre 2021, 2 mois après le procès de Daniel, la mère de Nadine, Claire, a accordé une interview et a confirmé que Kia avait tout vu se passer. Elle s'était réveillée à cause du bruit de la dispute, des cris, et elle a vu son père frapper sa mère. Kia a dit à la psychologue qu'elle avait crié et supplié son père d'arrêter. Mais Daniel continuait. Aujourd'hui, la fillette fait encore des cauchemars et ne peut pas rester seule trop longtemps pendant la nuit. Claire a aussi dit que le nom de Daniel n'est jamais mentionné chez sa famille. Ils évitent au maximum de parler de lui et, même lorsqu'ils doivent dire quelque chose, ils l'appellent le monstre. Ils n'ont rien cherché à savoir sur Daniel, comment il va, où il est, rien. De plus, même s'il s'est déclaré coupable alors qu'il n'y avait pas d'intention de tuer, il n'a jamais essayé de contacter la famille pour, au moins, s'excuser de ce qui s'est passé. Claire a également ajouté que, lorsque Nadine a été enterrée, le 22 décembre, c'était seulement 3 jours avant Noël. Et que ce Noël de 2019 a été de loin le plus triste de toute la famille, qui a pleuré toute la journée. Aujourd'hui, la fillette est sous la garde légale de Claire
et elle devra probablement suivre un accompagnement psychologique pendant de nombreuses années de sa vie. En janvier 2023, Daniel a de nouveau fait la une des journaux en Irlande. Le 18 janvier, il a été attaqué par un autre prisonnier qui lui a infligé une énorme entaille au visage, de la tempe jusqu'au menton. Le détenu auteur de l'attaque a été aussitôt maîtrisé par les agents pénitentiaires. Et peut-être que, sans cela, la coupure aurait été pire. Il a été séparé des autres détenus et a commencé à faire face à des procédures disciplinaires. Daniel a été opéré, recousu, transféré dans une autre cellule et évite la solitude ou les groupes rivaux pour sa sécurité. Cette agression aurait eu lieu suite à une bagarre entre groupes en prison. Daniel fréquente souvent des groupes dangereux en détention. Et l'attaque pourrait avoir été une tentative d'un certain groupe de s'imposer au sommet de la hiérarchie qui existe entre les détenus. Claire a été contactée par la presse par téléphone pour donner une nouvelle interview et parler de cette affaire, mais elle a refusé. Elle a seulement dit qu'elle récoltait ce qu'elle avait semé. Cody Johnson est né le 8 avril à San José, en Californie, aux États-Unis. Élevé par sa mère Sherry Johnson, il entretenait avec elle une relation très proche et aimante. Sherry voulait qu'il ait la meilleure vie possible et, à un certain moment, elle a décidé que ce serait une bonne idée d'aller dans une ville plus petite, afin que Cody puisse avoir une vie plus sûre et plus heureuse. À 4 ans, la famille a déménagé à Kalispell, une petite ville touristique du nord-ouest du Montana. Cody s'est bien adapté et a eu une excellente enfance là-bas. Il aimait les sports de plein air et a vraiment grandi dans un environnement assez sain. Ce qui attire l'attention dans la ville, c'est la nature luxuriante. La ville est située dans la vallée de Flathead, avec un lac homonyme, non loin du parc national de Glacier. Ce parc est un endroit immense, avec plus de 1000 km de sentiers dans la partie nord des montagnes Rocheuses, c'est bien ça, plus de 1000 km de sentiers. À l'adolescence, dans une vie typiquement nord-américaine, Cody aimait sortir avec ses amis pour tirer et faire du VTT, même s'il était aussi passionné de voitures. Bien qu'il soit très charismatique et qu'il ait beaucoup d'amis et une excellente relation avec sa famille, à l'âge adulte, Cody sentait qu'il lui manquait quelque chose. Un grand amour, une femme avec qui il pourrait partager sa vie et fonder une nouvelle famille. Il avait déjà confié à quelques amis qu'il voulait vraiment rencontrer une bonne jeune femme religieuse pour réaliser ce rêve. En 2011, lors d'une fête d'Halloween, alors que Cody avait 23 ans, il a rencontré une fille appelée Jordan, âgée de 20 ans. Jordan Graham est née en 1991 et avait une personnalité presque opposée à celle de Cody. Elle était timide, introvertie, réservée, mais elle avait aussi un côté amusant que ceux qui avaient la chance de mieux la connaître pouvaient en toujours voir. Elle a grandi dans une famille très traditionnelle, avec des croyances religieuses, et croyait à la chasteté. Depuis l'adolescence, elle travaillait comme baby-sitter pour plusieurs familles cheleues de la communauté. Les enfants étaient en sa passion. Cody et Jordan ont alors commencé une amitié. Pour Cody, il semblait qu'il avait trouvé la fille de ses rêves. Jordan, en revanche, n'était pas pressée de vouloir une relation, car elle voulait un compagnon qui soit au moins aussi dévoué à l'Église qu'elle. Ainsi, Cody, moins religieux, a choisi de s'investir davantage dans la religion pour se rapprocher de celle qu'il aimait. Et ces efforts ont porté leurs fruits, car en novembre 2011, ils ont officiellement commencé à sortir ensemble, et cela pratiquement un mois après leur rencontre. L'une des choses les plus importantes pour Jordan était le célibat, c'est-à-dire ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, et Cody a accepté malgré tout. Il était vraiment amoureux. La relation a fleuri et le couple s'est fiancé en décembre 2012. Les amis de Jordan ont été quelque peu surpris, car ils pensaient
qu'elle n'était pas si engagée que ça pour commencer, et qu'à 20 ans, elle n'était pas prête pour une relation qui durerait toute la vie. Beaucoup disaient tard n'avoir jamais vu le couple s'embrasser ou se prendre dans les bras en public, mais cela pouvait être pour des raisons religieuses. Mais on ne les voyait même pas se tenir la main. Cette nouvelle était très étrange pour une relation d'à peine 1 an qui semblait aussi avoir quelque chose de bizarre. Malgré cela, la relation avançait et les préparatifs du mariage allèrent bon train. Cody était très enthousiaste, apparemment plus enthousiaste que la mariée. Ils ont fixé la date du mariage au 29 juin 2013 et la vie a suivi son cours. Malgré tout, il voulait que ce jour soit spécial et Jordan a même décidé d'écrire une chanson originale pour la première danse du couple lors de la soirée. Ils ont engagé la compositrice Elizabeth Shear pour les aider à composer et enregistrer la chanson. Elle a passé quelques jours avec le couple afin qu'ils puissent ensemble composer la chanson parfaite. Le grand jour est arrivé et ce fut une magnifique cérémonie en plein air. Ils se sont mariés dans cette ville. Jordan semblait heureuse, mais son comportement était étrange, car elle regardait rarement dans les yeux de son futur mari. Après la cérémonie, Jordan a exprimé un profond regret auprès de quelques amis, disant qu'elle ne savait pas si elle faisait le bon choix. Ses amis lui ont dit que c'était l'émotion du moment, due au changement à venir. D'un autre côté, Cody avait confié à quelques amis qu'il était très heureux de s'être marié et qu'il avait hâte de consommer enfin son mariage lors de la nuit de noces. Le couple a passé la première nuit de leur lune de miel à Big Fork, une petite ville à 30 minutes en voiture. Le lendemain, Jordan a échangé des messages avec son amie et demoiselle d'honneur, Kimberly Martinez. Je doute que c'était la bonne chose à faire. Il s'est passé beaucoup de choses hier soir et je ne sais vraiment pas. Hier au mariage ou dans la chambre d'hôtel? Au mariage et après le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je préfère en parler en personne, pas par message. La semaine suivante, ils sont revenus en ville, ont découvert leur nouvelle maison, passé la journée ensemble, puis sont allés à l'église le soir. Mais quelque chose d'étrange semblait se passer. Jordan était découragé. Le dimanche 7 juillet, Cody avait une partie de golf avec des amis, mais il a finalement annulé pour passer la journée avec sa femme de l'époque. 17h, le couple et des amis ont pris un goûter au Dairy Queen. Ils sont restés jusqu'à 8h, puis sont rentrés chez eux. Le lendemain, lundi, Cody devait retourner au travail, mais il ne s'est pas présenté. Son patron, ami et témoin de mariage, Cameron, s'est inquiété de ce comportement, car le jeune homme était toujours l'un des premiers à arriver. De plus, il n'avait pas prévenu qu'il serait en retard, encore moins qu'il manquerait le travail. Cameron a appelé Cody, mais il ne répondait même pas. Durant la journée, il n'est pas venu ni donner signe de vie à personne. D'ailleurs, ni lui ni Jordan ne sont apparus nulle part. Cameron a donc décidé d'aller chez son employé et ami, et là il n'a trouvé personne. Cameron a ressenti que quelque chose n'allait pas et est entré dans la maison pour chercher un indice sur ce qui s'était passé. Il a trouvé le téléphone de Cody par terre chez lui, ce qui a prouvé qu'il y avait un problème. Jordan était également toujours injoignable et, après avoir contacté les amis et la famille de Cody, Cameron s'est rendu compte que la dernière fois que le couple avait été vu, c'était à 8h du soir, lorsqu'il quittait le snack bar avec des amis. Sans plus réfléchir, il a décidé d'aller à la police pour signaler la disparition du couple, ne se souvenant de tout cela que le 8e jour après le mariage. Mais ce soir-là, Jordan a répondu au message d'une de ses amies, qui demandait après elle et Cody. Elle a juste dit que son mari était parti la nuit précédente sans savoir avec qui ni où. Elle l'a juste vu monter dans une voiture avec des amis et s'asseoir sur la banquette arrière d'une voiture noire. Après cela, elle ne l'a plus revu. Le lendemain matin, la police est allée chez le couple chercher de nouveaux indices sur la disparition, mais la réaction de Jordan fut très étrange. Elle répondait mal aux questions.
paraissait agacée par la présence à la maison et se promenait seule dans les environs. Elle était tellement agitée qu'elle a même enlevé son alliance et l'a jetée au loin. Tout cela devant tout le monde présent. En fin de visite, les policiers lui ont demandé de venir au commissariat le lendemain pour déposer. Ainsi, le 9, Jordan s'est présenté au commissariat. Dimanche soir, nous sommes rentrés vers 8 heures. En chemin, il a reçu l'appel d'un ami venu en ville. Pour sortir, boire, discuter, je ne sais pas. Tu sais qui est cet ami ? Non, je n'ai pas demandé, je ne voulais pas être intrusive. Même marié, il a besoin de son espace. A-t-il dit où il allait? Non, Il a dit quand il reviendrait? non, Vous vous êtes disputé hier ou avant? non. La police a continué d'enquêter sur l'affaire, qui semblait de plus en plus étrange chaque jour. Ils travaillaient sur l'hypothèse qu'il aurait pu s'enfuir, partir. Donc, pour cela, ils devaient retrouver une raison. Ils ont même soupçonné Cody d'être lié à la drogue et ses amis d'être trafiquants à cause des antécédents dans la région. Au 10e jour, Jordan a encore témoigné. Et cette fois, les questions ont été un peu plus dures, car les détectives ne faisaient en plus autant confiance à ses paroles. Tu ne trouves pas bizarre qu'un ami ait signalé la disparition de ton mari? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je croyais qu'il reviendrait, et si je signalais sa disparition puis qu'il revenait, il serait contrarié. Tu l'as appelé le lendemain. Non. Après la sortie de Jordan de la salle d'interrogatoire, Sherry, la mère de Cody, a témoigné. Elle est arrivée avec le relevé d'appel du portable de son fils. La police a d'abord cherché un appel reçu vers 8 heures du soir. À l'heure où Jordan a dit qu'il avait reçu cet appel, la police a trouvé un appel provenant d'un numéro de la ville de Washington et ils ont donc rappelé ce numéro. Ce numéro appartenait à José, un ami de Cody. Je l'ai appelé dimanche pour lui dire que j'avais retrouvé l'outil emprunté. Il me l'avait prêté depuis un moment et je croyais l'avoir perdu. J'avais proposé d'en racheter un, mais dimanche, je l'ai retrouvé et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Bien que la conversation soit anodine, les policiers ont enquêté sur José et ont découvert que sa femme avait accouché juste après l'appel. Toute la nuit jusqu'à l'aube, cet ami était à l'hôpital. Autrement dit, un alibi solide. Et, une fois de plus, les policiers ont reporté toute leur attention sur Jordan. Au début de la soirée de ce même mardi, le 10, Jordan a parlé avec une amie appelée Anna, qui avait reçu un email à 9h40 ce matin-là, envoyé par une personne nommée Tony, mais qu'elle n'a vu que pendant la soirée. Le contenu est un peu étrange, mais l'email disait ceci. Bonjour Jordan, je suis Tony. Ne t'inquiète plus à propos de Cody, il est parti. J'ai vu ta publication sur Twitter et j'ai voulu t'écrire. Il est venu avec des amis et m'a rejoint dimanche soir à Columbia Falls. Il disait vouloir passer du temps avec ses amis et les emmener s'amuser avant leur départ. Il m'a dit au revoir et ils sont partis en voiture noire se promener. 3 autres gars sont revenus, disant qu'ils s'étaient promenés dans la forêt. Cody est alors sorti de la voiture pour une courte marche. Ils sont sûrs qu'il est tombé et qu'il est mort, Jordan. Je ne sais pas qui étaient ces gars, mais ils se sont enfuis. Retire donc la plainte pour disparition. Cody est parti, c'est sûr, il est parti, Tony. Columbia Falls est un endroit situé dans le parc national de Glacier, et Anna a immédiatement dit qu'elle devait apporter cet email à la police. La façon dont elle a apporté cette information à la police, ainsi que la manière dont elle se comportait au commissariat, montrait qu'elle voulait que l'enquête se termine. En plus de ne montrer aucun signe de trouble face à la disparition et à la probable mort de son mari, il n'a pas été difficile pour la police de trouver cet email plutôt suspect. La police a conservé une copie pour l'envoyer au service informatique d'investigation. Pour identifier l'origine du message, en ce qui concerne le parc, ils devaient de toute façon enquêter sur les lieux, mais ils ne savaient même pas par où commencer.
car comme je l'ai dit précédemment, l'endroit possédait plus de 1000 km de sentiers accessibles. Jordan et son amie Hannah ont décidé ensemble, seuls, d'aller au parc pour tenter de trouver quelque chose. Mais pendant le trajet, Hannah était surprise par la réaction de Jordan. Elle conduisait en souriant, un bras dehors par la fenêtre de la voiture, la main ouverte pour sentir le vent, sans montrer aucun signe d'inquiétude quant à ce qu'elle pourrait trouver. Comme il était tard, elles sont vite rentrées chez elles sans rien trouver. Le jeudi 11, quelques autres amis ont décidé d'aller au parc avec Jordan pour une nouvelle recherche. Toujours en voiture, montant la montagne, quelque chose d'étrange s'est produit. Les amis ont proposé de s'arrêter là pour commencer à chercher. Et elle a refusé, disant qu'ils devaient continuer à monter, car elle sentait que Cody n'était pas là. Ils ont continué à monter jusqu'à pratiquement le sommet. En arrivant à la limite d'accès pour les voitures, sur un parking, Jordan est sorti de la voiture et a dit « Cet endroit est très spécial pour moi et pour Cody. S'il est quelque part dans ce parc, il est sûrement ici. » L'endroit où Jordan emmenait ses amis était escarpé et dangereux. Et, au milieu de ce chemin, elle a commencé à dire qu'elle sentait la présence du Saint-Esprit qui la guidait sur la bonne voie. C'est sûr qu'Cody serait là-bas. Les amis se sont regardés sans comprendre. Soudain, elle arrive au bord de la falaise, pointe vers le bas et dit « C'est là !» C'est là que Cody se trouve. Les amis, sans trop y croire, ont commencé à regarder, mais quelques secondes plus tard, ils ont aperçu la présence d'un corps au fond de la falaise, à près de 100 mètres de profondeur. La police a été appelée et l'endroit où se trouvait le corps était tellement difficile d'accès qu'un hélicoptère a dû être utilisé pour le sauvetage. Un officier est alors descendu à l'aide d'une corde lancée depuis l'hélicoptère afin de pouvoir remonter avec la victime. Cody a été identifié à la morgue. La famille et les amis de Cody ont été dévastés par la confirmation de sa mort. À la surprise générale, la réaction de Jordan aux funérailles de son mari fut surréaliste. Malgré la tristesse ambiante, Jordan restait sur son téléphone. Là, sur place, tout le monde a commencé à soupçonner que la veuve était responsable du crime. Après ces événements, l'amie de Jordan, Kimberly, est allée à la police pour dire des choses qu'elle n'avait pas dites auparavant, car elle-même ne voulait pas croire que Jordan était une meurtrière. Je crois que Jordan ne voulait pas vraiment épouser Cody. Elle avait de nombreux doutes sur cette décision, notamment le jour du mariage, car elle ne voulait pas de relations sexuelles avec lui, même cette nuit-là. Elle craignait d'y être contrainte car ils étaient tous deux restés célibataires. Elle m'a écrit le jour du mariage disant que « Attends, je vérifie sur mon téléphone. » Voilà. Elle a dit « Je devrais être heureuse, mais non. » J'ai dit à Cody que j'avais mes règles pour éviter de consommer le mariage. S'il fait quelque chose, je vais péter un câble. J'ai répondu « Tu dois lui parler, c'est ton mari maintenant. Dis-lui ce que tu ressens et il comprendra. » Elle a dit « Si je lui dis ce que je ressens, je vais lui briser le cœur. » Elle m'a aussi envoyé ce message le 5 juillet. Hier soir, il m'a serré fort, main sur mon visage. Il était furieux. J'ai fui, mais il m'a griffé avec les clés de voiture. Le dimanche matin, le 7, elle m'a écrit « Je vais lui parler aujourd'hui. » J'ai dit « Je vais prier pour vous », puis elle a ajouté « Si tu n'as pas de mes nouvelles ce soir, c'est qu'il s'est passé quelque chose. » Plus tard, je l'ai saluée et elle a répondu que tout allait bien. Après les funérailles et le témoignage de Kimberly, la police a révélé les résultats du traçage de l'email de Tony. Il a été envoyé depuis l'ordinateur du beau-père de Jordan et, par la suite, ils ont découvert que Jordan était chez lui. Au moment exact où le message a été envoyé, le compte email avait été créé quelques minutes avant l'envoi du message. De plus, les antennes relais ont indiqué que le couple se trouvait dans le parc cette nuit-là, exactement à 9h17. Avec cette information,
la police a vérifié les caméras de sécurité du parking et a rapidement identifié les deux arrivant au parc la nuit où Cody a disparu. Cela apportait la réponse à la situation étrange où Jordan savait précisément où était son mari. Au milieu de cet immense parc montagneux, grâce aux informations fournies par le Saint-Esprit. Comme le parc était sous juridiction fédérale, l'affaire a été transmise au FBI, y compris toutes les preuves substantielles trouvées. Dès juillet, ils ont arrêté Jordan. Au moment de l'arrestation, elle n'a montré aucune émotion. Seulement quelques minutes plus tard, lorsque les preuves contre elle ont été présentées. Principalement les images d'elle et de Cody sur le parking du parc. La nuit du crime, elle a éclaté en sanglots. Quand elle s'est calmée, elle a commencé à donner une nouvelle version de tous les faits. Je n'étais pas heureuse dans ce mariage et j'ai décidé de lui en parler. Je l'ai fait et on a fini par se disputer violemment. Mais ensuite, on a décidé de faire une pause et d'aller au parc pour se détendre. On adorait aller à cet endroit. Alors là-bas, on est allé se promener, on a discuté et on a un peu recommencé à se disputer. Cody s'est mis à crier très fort sur moi et à me serrer le bras. Je me suis dit « Non, ça suffit, je ne laisserai plus faire ça ». Alors, sur le coup, je me suis défendue, je l'ai poussé et il est tombé, puis je suis rentrée à la maison. En chemin, je savais que j'allais être accusée et j'ai donc pris du temps pour moi. Le lundi, j'ai disparu et j'ai réfléchi à ce que je pourrais dire aux gens pour qu'ils ne se méfient plus de moi. Je me suis perdue, ce n'était pas prévu, juste un accident. Jordan est resté en détention en attendant son procès, mais ses avocats ont déposé une requête indiquant que l'affaire à juger relevait d'un crime passionnel, et que possiblement la mort de la victime était due à un accident. Et pour cette raison, l'accusé ne représentait pas un danger pour la société. Ainsi, le 9 septembre, cette demande a été acceptée et Jordan a été libéré de détention sous surveillance électronique, ce qui la maintiendrait en assignation à résidence jusqu'à la date du procès. Cela a indigné presque tous les amis et la famille de Cody. Un mois plus tard, en octobre, elle a été inculpée pour homicide volontaire et involontaire, équivalent au Brésil au premier et au deuxième degré. Et à cause de cela, elle est retournée en prison. Le procès a commencé en décembre 2013, 5 mois après les faits. Comme toujours, Jordan est restée apathique pendant toutes les audiences. Le 12, sachant qu'elle risquait de prendre une très lourde peine, elle a modifié sa déposition alors qu'elle clamait toujours son innocence et maintenant elle a commencé à se déclarer coupable. Ce que j'ai fait était imprudent, mais c'était un accident. Je n'ai pas réalisé où nous étions ni la dangerosité de l'endroit. J'ai simplement réagi pour me défendre. Tout cela était une erreur, mais malgré tout, je comprends les conséquences de mes actes et je me déclare coupable. Le procès a été facile pour l'accusation, la défense n'ayant que peu d'arguments, se limitant à affirmer la culpabilité de l'accusé. Mais elle agissait en légitime défense. Tous les mensonges qu'elle racontait à ses amis, à sa famille et à la police n'ont en rien aidé sa défense. Ainsi, l'année suivante, le 27 mars 2014, Jordan a été condamnée à 30 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle n'a jamais montré le moindre signe de remords, ni même présenté d'excuses à aucun membre de la famille de Cody. Cody Johnson, qui voulait simplement rencontrer une femme spéciale pour fonder une famille, a fini par épouser une personne qui avait probablement des problèmes personnels non résolus et qui a également été responsable de lui ôter la vie seulement 8 jours après leur mariage. Bimal Rameshbhai. Patel est né en Inde le 30 novembre 1982, mais a grandi au Texas, aux États-Unis. Ses parents étaient aisés grâce à leur chaîne d'hôtels nationale. Diplômé en administration et marketing,
Bimal rêvait de devenir scénariste et producteur de films. C'est une carrière où, si vous ne connaissez personne dans le milieu, il est difficile de percer et de commencer à gagner de l'argent rapidement, sans parler de faire fortune. Ce n'est pas une carrière pour ceux qui veulent s'enrichir rapidement. Ce n'était pas un problème pour Bimal, car il voulait surtout suivre son rêve et être heureux. Vers 2005, Bimal a choisi de s'installer à Ocean, sur la côte est des États-Unis. Pour commencer à réaliser ce rêve, jusqu'en 2010, il était en quelque sorte sur la bonne voie. Avec tout cet enthousiasme et cette volonté, en réalisant quelques travaux ciblés et progressant peu à peu, son succès n'était qu'une question de temps. Mais au milieu de toute cette prospérité, il y avait un problème. Ses parents, des Indiens hindous très traditionnels, n'aimaient pas l'idée que leur fils ait déjà 28 ans et ne soit toujours pas marié. Le couple voulait que leur fils se marie rapidement afin qu'il puisse prendre la direction de la chaîne d'hôtels avec sa future épouse et non en tant qu'homme célibataire. Mais Bimal, bien qu'il ait un diplôme en gestion, ne voulait pas faire cela toute sa vie. Ayant grandi aux États-Unis, il avait une mentalité plus occidentale et pensait qu'il n'était pas nécessaire de se marier pour sauver les apparences. Il avait bien l'intention de se marier un jour, d'avoir des enfants, mais il voulait d'abord s'établir dans sa carrière, poser une base financière avant de fonder une famille. Sans compter qu'à ce moment-là, Bimal n'avait même pas encore trouvé l'amour de sa vie. Cependant, chez les hindous, une personne célibataire n'a aucun statut social. Si un fils ne se marie pas, cela provoque une tristesse pour la famille. Et donc, à la fin, le père de Bimal l'a convaincu de se marier. Comme ils vivaient aux États-Unis, ils ont choisi un service de rencontre en ligne pour les couples hindous. Le service s'occuperait de la recherche et de l'étude de la compatibilité entre les prétendants. La religion, la situation financière et les antécédents familiaux sont pris en compte. Ses parents ont trouvé la famille de Shriya Bhima en cherchant l'épouse idéale. Shriya est née en 1986 en Inde. Très jeune, sa famille s'est déménagée à Dubaï. Son père était ouvrier et sa mère couturière. Bien que vivant à Dubaï, la famille tend garder fortement ses traditions et croyances indiennes et hindoues. Ses parents tenaient à ce qu'elle suive toutes les traditions et ne soit pas élevée totalement en dehors de ses coutumes à Dubaï. Ils l'envoyaient chaque année en Inde passer les vacances avec la famille. Consciente des traditions, Shriya savait que son avenir, choisi par la famille depuis le choix des études, ainsi que son mariage. Les femmes indiennes ne font généralement pas d'études supérieures dans le but d'obtenir une carrière, elles le font souvent pour attirer un bon mariage. Plus une femme est instruite, plus elle a de chances de trouver un mari cultivé et aisé. Même si elles ne travaillent pas grâce à leur diplôme, elles peuvent en démontrer leur intellect. Pour cette raison, à la fin du lycée, à 18 ans, Shriya a été renvoyée définitivement en Inde afin qu'elle puisse faire des études d'histoire et de sciences humaines. Mais avec le temps, ses parents s'inquiétaient car, à 24 ans, elle était célibataire et ne voulait pas se marier. Bien ils ont tout fait pour la maintenir dans la tradition, les idéologies de Shriya s'en éloignaient avant de quelque peu. Voyant que leur fille abandonnait pratiquement toutes les coutumes et traditions, ils l'ont rappelée à Dubaï et lui ont annoncé qu'ils allaient chercher un prétendant, via un site de rencontre matrimoniale, le même que celui utilisé par la famille de Bimal. Après avoir vérifié la compatibilité des profils, les familles ont accepté de se rencontrer, ce qui a eu lieu en moins de 2 mois. En Inde, Bimal racontait à ses amis américains qu'elle avait beaucoup de mal à devenir une personne. Il disait être contre le mariage arrangé et avoir du mal à s'adapter. Qu'il préférait se marier plus tard avec quelqu'un qu'il aimerait, mais qu'il faisait tout cela pour ne pas déshonorer sa famille. Mais en arrivant en Inde et en rencontrant Shriya, il a vraiment commencé à s'intéresser à elle. Depuis l'Inde, Bimal écrivait à ses amis américains en disant qu'il pensait que ce mariage arrangé pourrait fonctionner. Il était enthousiaste à propos des préparatifs, mais Shriya semblait plutôt traîner les choses en longueur. Elle n'était pas enthousiaste, mais ne rejetait pas non plus.
Il était difficile de savoir si elle essayait vraiment de se donner une chance ou si, depuis le début, elle faisait tout cela contre sa volonté juste pour faire plaisir à sa famille. Les deux familles ont organisé une fête luxueuse où même les amis américains de Bimal ont été invités et conduits à la cérémonie qui s'est tenue en Inde en mai 2011 et a duré une semaine. Comme Bimal et sa famille vivaient aux États-Unis et que Shriya n'avait pas de visa pour le pays, la procédure d'immigration afin qu'elle obtienne la carte verte a dû être faite à distance, car la famille de Bimal est retournée aux États-Unis. Après le mariage, le couple communiquait par téléphone, internet et lettres pour préserver une ambiance romantique. Il a fallu environ 1 an pour que les documents soient prêts. Cependant, la procédure de ce visa aurait pris beaucoup moins d'1 an si Shriya n'avait pas déposé pratiquement tous les formulaires en retard. Tous les documents qu'elle devait fournir étaient toujours accompagnés d'une amende pour retard de livraison. Ce n'était pas 1 ou 2, mais presque tous, et finalement, le visa a été délivré. Ainsi, Shriya part pour les États-Unis le 12 avril 2012. Bimal, tout enthousiaste, a même appelé son ami Akira pour l'aider à nettoyer le nouvel appartement avant l'arrivée de sa femme. Le logement se trouvait au 2e étage d'un immeuble, dans une copropriété de standing moyen supérieur. Il était très impatient et avait une liste de tâches collée sur le réfrigérateur. Il y était écrit « Acheter un téléphone portable pour Shriya », acheter des billets pour un spectacle et aussi une liste de courses avec des ingrédients spécifiques. Le matin du 13, Shriya arrive enfin. On ne sait pas exactement comment se sont passés les premiers jours des deux, puisqu'il n'y a ni photo ni témoin. Ce que l'on sait, c'est que 4 jours après son arrivée, le 17, un mardi vers 9h du soir, un voisin promenant son chien dans le jardin a été surpris par une boule de feu. Au cri désespéré d'un homme venant du balcon d'un appartement du 2e étage, depuis le rez-de-chaussée, ce voisin, qui était aussi policier mais était en congé, a vu Bimal sur le balcon de l'immeuble en feu, criant à l'aide. En montant en courant les escaliers, il est tombé sur Shriya, qui semblait plus fuir que chercher de l'aide. Dans un réflexe rapide, il l'a attrapée par le bras et l'a ramenée dans l'appartement. Le voisin s'est enfermé avec elle et a tenté d'éteindre le feu. Bimal criait de douleur et, même s'il n'était plus en flammes, il parlait avec le voisin, mêlant douleur physique et émotionnelle. « C'est ma femme, elle m'a mis le feu. Pourquoi ? Pourquoi elle m'a mis le feu ?» Ce voisin a raconté qu'il criait vraiment plusieurs fois « Pourquoi ?» Dans l'ambulance, Bimal a répété qu'il ignorait pourquoi sa femme avait agi ainsi. Son état était si grave qu'il a cessé de parler après sédation et intubation. À son arrivée aux urgences, Bimal a été diagnostiqué avec des brûlures au 2e et 3e degré sur 70% de son corps. Il a dû être transféré en hélicoptère à l'hôpital militaire de San Antonio, l'un des plus grands du pays spécialisé dans les brûlures. Face à cette situation, Shriya a été emmenée au commissariat. Détenue, elle a refusé de faire toute déclaration et a demandé la présence d'un avocat, par l'intermédiaire d'un avocat commis d'office. Shriya a dit que la nuit du 17 avril, elle massait son mari dans la baignoire, qui était encore vide, avec de l'huile essentielle, quand soudain il s'est versé de l'huile ou de l'essence sur lui, sans qu'elle puisse vraiment expliquer ce que c'était. Il a alors tiré une bougie dans la baignoire, provoquant l'incendie. Quant au ministère public, il s'efforçait de monter un dossier solide contre elle, prévoyant même de compter sur le témoignage de Bimal lui-même dès qu'il se rétablirait. Mais 6 mois après l'incident, le 8 septembre 2012, à l'âge de 29 ans, sans même être sorti du coma, Bimal est décédé. Shriya est restée détenue jusqu'à son procès, qui s'est tenu 2 ans plus tard, en 2014. Au cours des audiences, de nombreuses preuves contre Shriya ont été présentées. Dans l'appartement, les policiers avaient remarqué que tous les détecteurs de fumée étaient recouverts de sacs en plastique et que les alarmes avaient été désactivées.
ce qui indique qu'en réalité, quelque chose avait été prémédité là-bas. Au cours de la nuit, l'équipe avait recueilli plus de 50 éléments de preuve, allant de reçus d'achat chez Walmart, contenant des articles comme des bougies, des huiles essentielles et des cordes, ainsi qu'un bidon d'essence d'une capacité d'environ 10 litres. Avec les informations du reçu, la police a contacté Walmart, qui a fourni les images des caméras, et là, ils ont vu Shriya seule en train d'acheter ces articles. La police a également pu recueillir des images de la station-service, où elle est apparue en train d'acheter de l'essence et, juste après, de monter dans un taxi. Les procureurs ont accusé Shriya d'avoir attiré son mari dans la baignoire pour lui faire un massage. Alors qu'il était assis, elle aurait ouvert la porte et lui jeté de l'essence. Le feu aurait été causé par les bougies parfumées près de la baignoire. Le motif aurait été que Shriya était contrariée parce que son mari ne répondait pas à ses attentes. Il n'était pas aussi riche qu'elle le pensait et que ses propres parents l'avaient promis. Dans ce cas, la famille était riche, mais il avait choisi de vivre sa vie financière de manière progressive, avec les fruits de ses propres réussites. Les preuves des demandes de documents de visa déposées en retard ont été présentées lors des audiences. Ils ont ainsi affirmé que Shriya essayait de ne pas aller aux États-Unis. Le ministère public a également fait venir plusieurs témoins, dont un voisin qui a déclaré avoir entendu une sorte de dispute dans l'appartement du couple la veille de l'incident. Une autre témoin était l'épouse d'un ami de Bimal, présente à leur mariage en Inde. Elle a déclaré avoir entendu de la bouche même de Shriya qu'elle épousait Bimal uniquement pour rendre jaloux un garçon à Mumbai. La défense a présenté un témoin inattendu, le chauffeur de taxi ayant conduit Shriya au Walmart et à la station-service. Et ce témoin a fini par avoir une grande influence sur le verdict final. Il a affirmé qu'à 2 reprises, elle lui avait demandé de l'emmener au commissariat, mais qu'en chemin, elle changeait d'avis. Cela s'est produit 2 fois. Ce témoignage affirme que Shriya a été poussée par son mari à agir ainsi. Ils ont dit que Bimal avait l'intention de mettre fin à ses jours, mais parce qu'il était malheureux de sa situation financière, dans un mariage où, probablement, il n'était pas heureux. Et comme la femme indienne, de croyance hindoue, doit suivre les ordres de son mari, Shriya a donc obéi. Le jury a mis 5 jours à rendre son verdict et, malgré la demande de perpétuité sans libération conditionnelle du procureur, l'a déclarée innocente. Concernant l'accusation d'homicide involontaire, il l'a reconnue coupable d'incendie criminel. La peine à appliquer était de 20 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Étant donné que depuis le premier jour où elle a été arrêtée jusqu'à la date de la lecture du verdict, elle avait déjà purgé 3 ans. Donc, dans seulement 2 ans de plus, elle pourrait demander une libération conditionnelle, selon les documents du dossier. En 2018, Shriya a eu une audience d'extradition pour purger le reste de sa peine en liberté conditionnelle en Inde. Mais cette demande a été refusée à 2 reprises, à la fois pour l'extradition et pour la liberté conditionnelle. Une nouvelle audience a eu lieu en 2020 et a de nouveau été refusée. Shriya purge actuellement sa peine au Texas. Bimal Patel, bien qu'opposé au mariage arrangé au départ, a tout fait pour que la relation fonctionne. Mais malheureusement, ce qui devait être le début d'une nouvelle vie s'est finalement avéré être la fin. Tara Danielle Ripon, dite Danielle, est née le 11 janvier 1995 en Californie, États-Unis. Au lycée, elle était pom-pom girl. Petite, légère et charismatique, elle était toujours au sommet des pyramides humaines lors des présentations, ce qui la rendait très populaire à l'école. Cependant, peu de gens connaissaient son histoire familiale mouvementée et les problèmes qu'elle avait dû affronter tout au long de sa vie. Elle n'avait que 2 ans. La mère de Danielle est morte d'un cancer.
Elle a ensuite vécu chez sa grand-mère maternelle, décédée quand elle avait 14 ans. Danielle a alors été recueillie par d'autres membres de la famille. Malgré ce parcours difficile et mouvementé dans sa vie, elle ne montrait pas de tristesse. Bien au contraire, elle avait une personnalité indépendante et vibrante. Cependant, lorsqu'elle était en couple avec un petit ami, il était évident à quel point elle ressentait le besoin de sécurité et de stabilité. Dès le début, Danielle s'attachait à son petit ami et sa famille comme à une forteresse. À la fin de la relation, elle se sentait perdue et avait à nouveau besoin d'amour et de protection. Lors de sa dernière année de lycée, en 2011, Danielle a rencontré, via Facebook, un jeune homme nommé Skylar Nemetz, âgé de 18 ans. Skylar venait tout juste de terminer le lycée et venait de s'engager dans l'armée. La relation qui avait commencé en ligne s'est transformée en un coup de foudre dès leur première rencontre. Danielle disait à ses amis qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie, et Skylar montrait toujours qu'il était complètement amoureux d'elle. En conséquence de cette passion fulgurante, Skylar a surpris tout le monde lorsqu'au bout d'à peine un mois de relation, il a proposé à Danielle d'emménager avec lui chez lui. Danette, sa mère, était d'abord inquiète, puis a accepté, car elle connaissait déjà les graves problèmes familiaux de Danielle. Elle voyait son fils plus heureux que jamais. Danette et Danielle se sont tout de suite bien entendus en vivant ensemble. En décembre 2011, Skylar est revenu après sa formation militaire et a surpris tout le monde en demandant Danielle en mariage. Ils étaient ensemble depuis 5 mois. Elle, qui n'avait alors que 16 ans, a accepté. 3 mois plus tard, en mars 2017, alors qu'elle avait déjà 17 ans et était désormais émancipée, ils se sont mariés civilement. Danielle allait terminer le lycée quelques mois plus tard. Mais elle a fini par abandonner l'école pour déménager avec son mari à Lakewood, dans l'État de Washington, où il avait été affecté pour travailler. Il était évident que les choses allaient trop vite, mais Danielle n'avait pas de membre adulte de sa famille présent pour lui donner des conseils et des orientations. Quoi qu'il en soit, le couple semblait vraiment heureux et optimiste quant à l'avenir. Elle avait quitté l'école et laissé sa vie derrière elle pour vivre pour son mari, dépendant de lui émotionnellement puis financièrement. Elle a pris en charge les tâches ménagères du petit appartement et s'est peu à peu éloignée de ses amis de sa ville natale. D'ailleurs, Skylar n'a jamais voulu rencontrer ou fréquenter les amis de sa femme et, lors des rares occasions où il était avec certains d'entre eux, il parlait à peine. Un jour, James Pelletier, un voisin et ami de Danielle, a été intrigué par le comportement étrange de Skylar lorsque celle-ci les a présentés l'un à l'autre. Il a simplement serré la main de James, lui a tourné le dos et est parti, ignorant sa tentative de conversation. Il a trouvé cette réaction étrange, mais n'a rien dit pour ne pas rendre Danielle plus mal à l'aise. Quelques jours plus tard, James a été encore plus intrigué lorsque Danielle lui a parlé d'un accès de colère de Skylar. Après lui avoir arraché le téléphone et l'avoir jeté violemment au sol, il l'a aussitôt regretté. Le même jour, il a acheté un meilleur téléphone pour sa femme. S'agissait-il d'une demande de pardon ou d'une façon de renforcer sa dépendance envers lui ? Puisqu'elle n'aurait jamais pu s'acheter un appareil aussi neuf et cher avec son propre argent, avec le temps, Danielle a choisi de s'inscrire dans une école locale pour finir le lycée. Elle a adopté 2 chiens et a commencé à travailler dans une nouvelle entreprise de comptoirs en granit. Par passion, elle a aussi commencé à enregistrer des tutoriels de maquillage sur YouTube. Danielle et Skylar avaient une passion en commun. Ils étaient fans d'armes à feu. L'un des passe-temps préférés du couple était d'aller dans des clubs de tir pour s'entraîner avec différents types d'armes. Skylar, en particulier, était déjà un grand passionné d'armes à feu bien avant d'entrer dans l'armée. Encore enfant et avec le soutien de ses parents, il a déjà fait ses premiers tirs. Adolescent, il se vantait déjà auprès de sa famille et ses amis de ses talents de tireur. En janvier 2014, Skylar gardait chez lui une collection de 15 armes à feu personnalisées. Et cette même année, il a offert à sa femme un réalité augmenté, 15 bleus, qu'il avait lui-même personnalisé comme cadeau pour son 19e anniversaire.
En mars de la même année, Daniel et Skylar ont célébré 2 ans de mariage et, malgré les apparences, les choses n'allaient pas très bien entre le couple. Par exemple, Michaela, l'une des meilleures amies de Daniel, était enceinte et Skylar a tout simplement interdit à sa femme de voyager pour assister à la baby shower de son amie. Ce fut un signal d'alarme pour Michaela, qui soupçonnait déjà que la vie de couple de son amie n'était sans doute pas aussi parfaite qu'elle le prétendait. Daniel tentait toujours de dissimuler à ses amis la vérité sur sa relation abusive, mais son angoisse et sa tristesse étaient de plus en plus visibles. Une fois, ce voisin et ami, James, lui a demandé si elle avait peur de Skylar, et la réponse qu'elle a donnée peut être considérée comme alarmante. Elle a dit « seulement quand il est ivre ». Les voisins avaient également déjà remarqué qu'il y avait là une dynamique conjugale toxique. Les cris et les disputes étaient presque quotidiens, et le sujet le plus récurrent des disputes semblait être la jalousie de Skylar. Par la suite, on a découvert qu'il contrôlait tous les faits et gestes de Daniel, qu'il se méfiait d'elle et l'accusait sans cesse de le tromper. Son amitié avec un garçon nommé Jeremy Herring, un grand ami d'enfance, était la principale raison de ses crises de jalousie constantes. Il n'acceptait tout simplement pas que sa femme entretienne une véritable amitié avec un autre homme. On peut remarquer que de nombreux éléments caractéristiques d'une relation abusive étaient déjà présents à ce moment-là. Danielle, une jeune femme de seulement 19 ans, très fragilisée sentimentalement depuis l'enfance et désormais dépendante financièrement et psychologiquement de son mari, vivait sous son oppression constante. Et malheureusement, elle n'a pas pu éviter à temps le pire qui allait arriver. En septembre 2014, Skylar est parti suivre une formation militaire dans une autre ville et est resté absent 3 semaines. Daniel est resté dans l'appartement, suivant sa routine, travaillant et s'occupant des chiens. Pendant l'entraînement militaire, l'alcool était interdit. Avant de partir, il a donc fait une demande précise à sa femme. En rentrant, il voulait trouver une bouteille de whisky et une de gin pour boire. Le 16 octobre au matin, Daniel a pris un appel vidéo de son amie Michaela. Mais elle s'est montrée pressée parce qu'elle devait aller chercher Skylar à la base militaire locale. À 4 heures de l'après-midi le même jour, elle a passé un autre appel à son amie. Cette fois, elle était assise devant l'ordinateur et Michaela a même aperçu Skylar. Allongé sur le lit derrière sa femme, il a souri et lui a fait signe avec bonne humeur. Avant de raccrocher, Daniel a dit à son amie qu'elle l'aimait et qu'elle se reparlerait tant bientôt. Mais au moins 10 minutes plus tard, la centrale d'urgence locale a reçu un appel. 911, urgence. Je crois que quelqu'un s'est fait tirer dessus, ici dans l'immeuble. C'était un accident, c'était un tir accidentel. Un garçon crie que c'était un accident. Il a dit qu'elle s'appelle Danielle. D'accord, est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle respire? Non. Ce garçon avec qui tu parles, c'est lui qui a tiré? Ouais. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Tu peux demander son nom, s'il te plaît? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Skylar. Il s'appelle Skylar. Quelques minutes plus tard, un autre appel a été passé, mais cette fois par un autre voisin au 911. Quelle est l'urgence? Un accident a eu lieu chez mon voisin. Après un coup de feu, il est venu ici paniquer en courant. Il a dit que sa femme est morte et il ne veut pas que j'entre pour voir. Il a dit que c'était accidentel, que la balle était dans le fusil. Votre voisin a dit que sa femme est décédée? Oui. Comme c'était un accident, est-ce qu'il lui a tiré dessus sans le vouloir ou est-ce qu'elle s'est tirée dessus elle-même? Non, elle ne voulait pas. Elle demande si elle s'est tirée dessus ou si tu l'as fait accidentellement. Je préfère ne pas en parler. Il a dit ne pas vouloir en parler. Au début, Skylar avait raconté aux voisins que Daniel s'était tiré dessus accidentellement en nettoyant l'arme. Il a refusé de parler aux opérateurs au téléphone et a empêché les voisins d'entrer dans la maison. 3 agents de police sont arrivés sur place. Ils ont trouvé Danielle assise devant l'ordinateur, la tête penchée en avant et une grande flaque de sang sous la chaise. Mais elle avait été abattue à l'arrière de la tête. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers sont arrivés et Danielle a été déclarée morte.
Contrairement à ce qu'il avait d'abord dit aux voisins, Skylar a déclaré que c'était lui qui nettoyait l'arme de Daniel, le fusil AR-15 bleu qu'il lui avait offert en cadeau lorsque l'arme a tiré accidentellement. Il a été menotté et conduit au commissariat pour être interrogé. Déjà détenu dans la voiture de police, Skylar semblait prendre conscience de la gravité de la situation et ses actions étaient plutôt étranges. On lui a dit qu'il était filmé par la caméra intérieure de la voiture, et cela a peut-être influencé sa façon d'agir à l'intérieur. Sur les images, Skylar oscillait brusquement entre différents types de comportements. Il poussait des grognements étranges, devenait nerveux, insultait puis se calmait, pleurait, mais toujours sans larmes aux yeux. Et il jouait la comédie, et j'utilise le mot « jouer la comédie », parce que c'est ainsi qu'il a été qualifié par certains enquêteurs par la suite. Il jouait des monologues, comme s'il voulait que la caméra enregistre ses justifications pour ce qui s'est passé et qu'il voulait que son image de soi soit perçue de façon positive, comme celle d'un pauvre garçon qui avait simplement causé un accident. Je ne maltraite pas ma femme. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? J'aime tellement ma femme. Pourquoi moi? Je l'aime tellement que j'aime mes chiens, j'aime tout. Pourquoi moi? J'aime ma famille, mes chiens et surtout ma femme qui compte plus que tout. Je ne comprends pas ça. J'aime être militaire dans l'armée, ma femme, ma famille, mes amis, et je ne leur ferai jamais de mal. Je n'ai jamais voulu ça ni blesser personne. J'aime tout, ma vie, l'armée, le gouvernement et surtout ma femme. Je suis une mauvaise personne tellement méchant. Ma mère, mon père, ils vont être tellement déçus. Tout ce qu'ils m'ont appris, je l'ai gâché. Je n'ai jamais été menotté auparavant. Je n'ai jamais eu d'amende. J'ai toujours mené ma vie correctement. S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. J'aime tellement ma femme, elle est tout pour moi. Je voulais seulement la protéger. J'étais en train d'essayer de nettoyer le fusil pour sa sécurité, toujours pour sa sécurité. Je voulais juste le nettoyer, le ranger et partir. Je l'ai fait pour la sécurité. Pourquoi ça t'est arrivé? Pourquoi ça arrive aux gens? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, bordel? Quoi? Je resterai enfermé toute ma vie, sans plus jamais vivre. Pourquoi? Par accident, mon arme a tiré sur ma femme. Ma femme est morte parce que mon arme a tiré accidentellement. Je vais rester en prison pour toujours et je n'aurai plus jamais de vie. Je vais être expulsé de l'armée. Je vais quitter l'armée. Toute ma vie, j'ai voulu servir dans l'armée et je vais être expulsé. Je n'ai jamais maltraité un policier de ma vie. J'ai toujours été si gentil. Ils ont pris ma femme. Où est-elle? J'espère qu'elle va bien, qu'elle est en vie, je l'aime. J'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle va bien. Je vais bien, mon amour. J'espère que tu vas bien. Mais bon sang, il n'y a même pas une foutue larme sur mon visage. Ce ne sont que quelques extraits d'un total de 35 minutes d'enregistrement à l'intérieur du véhicule de police. Qu'est-ce que vous pensez que ces enregistrements révèlent? Un mari vraiment bouleversé, souffrant de la douleur de la perte de sa femme? Ou juste une mise en scène, une performance possiblement médiocre pour un public imaginaire?
Au commissariat, Skylar a été interrogé 5 heures. Il avait dit aux policiers sur la scène du crime qu'il avait causé cela par accident. Mais cette fois, il avait précisé qu'il nettoyait l'arme dans la chambre sans voir qu'une balle était encore dans le fusil. Il a dit que l'arme avait tiré lorsqu'il l'a secouée, touchant Danielle assise à la table de l'ordinateur. Selon lui, cette balle n'aurait pas dû être là. Parce qu'il enlevait toujours les munitions des armes, il avait donc laissé entendre que c'était Danielle qui ne l'avait pas fait. Après avoir accusé son épouse, la fragilité de sa version est vite apparue. Les détectives lui ont demandé de répéter plusieurs fois des détails spécifiques de l'événement, mais à chaque répétition, Skylar donnait des informations différentes. Ses récits manquaient de cohérence. Lorsqu'il a été confronté à la preuve de la balistique médico-légale, qui écartait, sans l'ombre d'un doute, l'hypothèse que l'arme ait été tirée accidentellement, Skylar a de nouveau changé sa version et, pour la première fois, a admis que ce n'était pas un accident. Il a effectivement pointé le fusil sur la tête de Danielle et a appuyé sur la gâchette, mais c'était pour plaisanter. Il ignorait que l'arme était chargée. C'était encore une version difficile à croire, puisque, selon ses propres dires, lui qui se vantait tant d'être un soldat entraîné, compétent et si soucieux des questions de sécurité, n'aurait jamais dû faire une blague aussi déplacée. Et même s'il l'avait fait, il ne l'aurait pas fait sans vérifier le chargement de l'arme. Pour les détectives, ce n'était qu'un autre mensonge de Skylar pour s'en sortir, et le tir mortel sur Danielle aurait été intentionnel. Il a été maintenu en garde à vue au commissariat pendant quelques jours de plus, pendant que l'enquête se poursuivait, car il devait encore trouver le mobile du crime. Les voisins ont confirmé entendre presque chaque jour des cris et disputes entre eux. L'épouse d'un ami de Skylar s'est rendue volontairement au commissariat pour témoigner. Elle a dit que Danielle subissait des violences domestiques répétées. Selon elle, au début, Skylar n'était qu'un mari jaloux et contrôlant, mais qu'à un certain moment, il a commencé à agresser physiquement Danielle au point qu'elle s'est mise à porter des chemises à manches longues pour cacher les marques des violences. La police a découvert que la jalousie de Skylar pouvait être due à 2 situations très délicates. La première concernait Michel Newton, le patron de Danielle. Cette hypothèse a émergé lors de son témoignage, même s'il a nié toute relation amoureuse avec la victime. Il lui avait offert des roses quelques semaines plus tôt pour la remercier d'être la première employée de son entreprise. La deuxième raison pourrait être Jérémy Harry, l'ami d'enfance de Danielle, car les enquêteurs ont découvert qu'un jour, pendant ces 3 semaines où Skylar était absent, elle l'a rencontré dans un café. Jérémy a été interrogé, il a confirmé avoir vu Danielle la semaine précédente. Il a également nié toute implication romantique et a déclaré que la rencontre s'était limitée à une simple discussion dans un café. Avec autant d'éléments qui auraient pu pousser Skylar à une crise de jalousie, la police et le parquet pensaient avoir suffisamment de preuves pour inculper Skylar de meurtre avec préméditation au 1er degré. Tel que, il a lui-même admis avoir pointé l'arme sur sa femme et appuyé sur la gâchette d'une manière similaire à une exécution, son passé de violence domestique envers sa femme, le fait qu'il n'ait pas apporté d'aide médicale ni appelé les urgences pour demander de l'aide pour sa femme, et la tentative de modifier la scène du crime pour dissimuler des preuves. Skylar a été placé en détention avec une caution fixée à $1 million. Sa mère, Danette, a tout tenté pour libérer son fils de prison, vendant bijoux, voitures et maisons. Pour payer la caution et engager un avocat de la défense réputé, et elle a réussi à réunir $1 million. En attendant son procès en résidence surveillée, Skylar a accordé une interview à l'émission 48 heures. Et cette interview a attiré l'attention en raison de l'attitude assurée, voire arrogante, avec laquelle il parlait de la mort de sa femme et de sa propre situation. Selon lui, la qualification pénale de son affaire devrait être simplement celle d'un accident. Il persistait à fuir ses responsabilités sans exprimer tristesse ni remords. Et il a même fait quelques commentaires sur un ton de plaisanterie, par exemple. À un certain moment, il s'est presque moqué de sa mère,
qui avait pratiquement sacrifié sa propre vie pour soutenir son fils, en disant qu'elle n'avait plus de voiture à cause de lui. « 18 mois après le crime, le procès de Skylar débute. L'affaire de l'accusation reposait sur des arguments solides. Il existait des preuves et des témoins de la relation abusive. Deuxièmement, Skylar était habile et expérimenté dans la manipulation des armes à feu. Il a tiré pour la première fois à 4 ans, utilisé son premier fusil à 11 ans et, adolescent, assemblé et personnalisé déjà des armes. Il est très improbable qu'il fasse une erreur aussi basique et fatale. Et troisièmement, il n'y avait pas une seule goutte de sang de Danielle sur lui. Un signe clair qu'il n'avait pas essayé de la sauver, ni encore moins de la réconforter. Skylar s'est défendu lui-même. Il a maintenu ses déclarations, affirmant avoir tiré vers Danielle pour plaisanter, sans vouloir la tuer. Cependant, il a expliqué ne pas avoir appelé les urgences car, après avoir tiré et constaté la mort de sa femme, il a envisagé de se suicider, jusqu'à ce que les voisins frappent à la porte. Et alors il est allé ouvrir. La stratégie de la défense a été de le présenter comme un jeune homme qui a paniqué après avoir tiré accidentellement sur sa femme. Il n'a jamais eu l'intention de tuer et, après l'avoir blessé, il a agi de manière inappropriée et désordonnée, à cause du désespoir. Ainsi, la défense voulait qu'il soit éligible à une condamnation pour homicide involontaire lorsqu'il n'y a pas d'intention de tuer et non pour homicide volontaire, comme le proposait l'accusation. Et ainsi, en mars 2016, après 7 jours de délibération, le jury a déclaré Skylar innocente d'homicide volontaire au premier degré, mais coupable d'homicide involontaire. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'intention de tuer. Beaucoup pensent qu'il a littéralement échappé à la condamnation la plus sévère grâce à l'équipe de défense coûteuse et renommée que sa famille a engagée. Skylar a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison et sera libre en 2029, à l'âge de 36 ans.